Desjardins est fier de vous présenter Martin Auric, Octane. Cette semaine, Octane vous amène au Pérou pour une balade de 2200 km en 15 jours. Premier arrêt, Lima, avec ses 10 millions d'habitants. Notre aventure Pérou à moto est officiellement commencée. Après 24 heures d'avion et d'aéroport, on est finalement ici à Lima, la capitale du Pérou. Le groupe est composé de 15 personnes, moi inclus. On a des gens qui vont être à moto et en 4x4. On a Gilles, notre accompagnateur, qui fait le premier meeting de la journée, et Adolfo, qui est le guide local, qui va nous amener dans différents endroits. Aujourd'hui, petite journée découverte, pas de moto. On se met dans le beat du Pérou. À tout à l'heure! Pour nous donner le temps de s'acclimater à l'altitude et de récupérer de notre grosse journée de transport, nous visitons quelques merveilles historiques de Lima. Nous explorons le musée archéologique avec ses momies et les artefacts pré-inca. On passe par la place d'Armes, la cathédrale Saint-Jean de Lima, tout ça vraiment fascinant. Lima est à plus de 2 jours de route de l'endroit où nous prenons possession de nos motos. C'est énorme. C'est pourquoi, le lendemain, nous prenons un vol intérieur qui raccourcira notre temps de transport à 1h15. Arrivé à Cusco, on a un choc car la ville est située à 3400 mètres d'altitude. On le sent, on a le souffle court et on est un petit peu étourdi. On nous a dit que ça prend quelques jours pour s'acclimater. C'est pourquoi nous ne sauterons pas tout de suite sur nos motos. C'est une question de sécurité. Présentement, à Cusco, l'organisation nous a lâché lousse dans un marché local. Il n'y a pas de blanc ici, c'est pour la population d'ici. On mange, on achète des choses à des prix dérisoires. On est capable de manger pour à peu près 5 sous. Il y a des choses qu'on ne voit pas au Québec, comme ça ici. Je ne sais pas quel genre de mets ils prennent ou ils préparent avec ça, mais je pense que je vais passer. Alors, c'est une découverte, c'est le dépaysement total. On est à 3400 mètres de hauteur. Ça fait 24 heures qu'on essaie de s'acclimater. Moi, j'avais un gros mal de tête hier. Puis tu fais pas du jogging en arrivant. Chaque pas, tranquille, puis notre corps, tranquillement, pas vite, va s'habituer au fil des jours. Salut, petit bonhomme! On est à quelques jours de prendre possession de nos motos. On est à Cusco, puis on se délèche en regardant les petites zézettes des flics. Ils sont tout petites, mais ils sont belles, hein? On a le goût de mettre du gaz. Hein, les gars? Un petit peu de gaz, hein? Ça s'en vient! On se dirige maintenant vers le Temple du Soleil, ou plutôt ce qu'il en reste. À l'époque des conquistadors, les Espagnols ont rasé le temple et construit un monastère par-dessus les fondations. On est vraiment loin de la version Tintin. Je suis présentement dans les ruines du fameux Temple du Soleil. Il reste seulement quelques vestiges parce que les catholiques religieux espagnols, dans les années 1500, ont tout défait pour faire des gros monastères. Si vous remarquez bien, les pierres sont taillées comme si ça avait été fait au laser. J'ai demandé à notre guide, je lui ai dit, est-ce que vous avez retrouvé des outils ou quelque chose qui ont prouvé que ça a été taillé comme ça? Mystère, il n'y a rien qui a été trouvé. Moi, je suis certain que c'est les extraterrestres qui sont venus, qui ont donné la technologie, ils ont taillé ces fameuses pierres. Il y a même un trou, on a l'impression que c'est une fraiseuse au diamant qui l'a fait. C'est vraiment incroyable.
Le soir venu, tout le groupe apprécie une bonne bouffe locale avec un fond de danse et chants folkloriques typiques. Il y a un intrus dans le groupe qui essaie de se faire passer pour un péruvien. « Martin, viens donc t'asseoir! » Histoire, coutume et tradition. Le Pérou, c'est beaucoup ça et c'est fascinant. Martin, assis-toi! Après la pause, on visite le mystique Machu Picchu. De Cusco, nous devons prendre un train, seul moyen de transport pour se rendre au célèbre et tant attendu Machu Picchu, le plus prestigieux des sites incas. La balade, elle est simple, va nous prendre 6 heures au total et durant le trajet, j'en profite pour discuter avec Gilles, notre accompagnateur Tradito. Mon rôle, c'est de m'assurer que tout le monde profite de son voyage, dans le fond, et je dis toujours, moi, qu'ils fassent le voyage de leur vie. Tu sais, on dit au cœur des traditions, bien, c'est ça. C'est de faire ressortir les particularités de chaque endroit. La tradition est toujours présente dans nos voyages. Moi, ce qui m'a attiré, c'est la moto au Pérou. Es-tu un gars de moto? Ça fait quelques années, ça fait une trentaine d'années que je fais de la moto. Moi, j'ai remarqué aussi qu'avec Tradito, ils prennent le temps de bien positionner le pays. Ils viennent à l'avance, ils viennent faire de la recherche. On a une équipe locale. C'est ça. Pour que quand on arrive, normalement, on a un trajet qui est pas mal bien mâché. Oui, on essaie de roder. Et ça fait partie de nos tâches aussi, nous, d'améliorer à chaque voyage pour que le voyage suivant soit encore meilleur. Donc, de fois en fois, on s'améliore. La partie tough que je pensais, moi, ça serait, on se lève tôt, on se couche tard. C'est de monter à 3500 mètres d'une shot. Ça, je pense que tout le monde l'a eu dans le caisseur un petit peu. Hein? On a beau le dire, c'est marqué dans les pamphlets qu'on reçoit, etc. Quand on arrive, l'altitude nous frappe et tout le monde, là, on se pense bon, on monte l'escalier au deuxième, on arrive en haut et on était soufflé. Je pensais tough, là, mais je te dis que les marches, là, j'ai pris mon temps. Après 24 heures, puis c'est réglé. Ouais, c'est ça. Mais on monte encore plus haut, à 4635 mètres dans quelques jours. Oui, ça va être quelque chose. On fait un col là, qui va nous amener assez haut. Il semble qu'en haut, on jase pas trop fort. François, tu es un des 15 voyageurs du groupe. Tu es venu faire de la moto au Pérou. Pourquoi? Bien, c'est un voyage, en fait, que je pensais faire depuis déjà longtemps. C'est vraiment un super voyage. Il y a un côté culture, il y a un côté nature. Tu sais, c'est un beau mélange. Ça se passe bien dans ton voyage? Oui, très bien, franchement, là. Arrivé au pied du Machu Picchu, dans le village de base à 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, nous devons prendre un autobus et gravir la montagne. Petite balade périlleuse avec vue imprenable. Mesdames, Messieurs, je vous donne la bienvenue ici à Machu Picchu. À ce moment-là, on est à 2400 mètres d'altitude, on est à 112 km de la ville de Cusco. Et le mot Machu Picchu, c'est à la langue quechua. Si on fait la traduction en français, c'est-à-dire c'est la vieille montagne ou le vieux pic. Machu Picchu, selon la datation, selon la recherche qui a été faite, date de 1450 à peu près. C'était comme une espèce d'université aussi qui servait pour former les futurs leaders, aussi les futurs politiciens pour dominer la société inca. Tout ça, on a ici la partie agricole, on a que des terrasses. De l'autre côté, on a la partie urbaine. Sur ces terrasses, la société inca, ils ont cultivé la coca. Et donc, les gens qui vivaient là, ici, à peu près 1000 personnes, ils ont fait le commerce, le troc, à travers le chemin des Incas pour troquer avec le maïs ou la pomme de terre ou la viande. Machu Picchu a été abandonné presque à la fin du XVIe siècle. On ne sait pas pour quelle raison. Il est bien possible qu'ils ont attrapé une maladie inconnue de l'époque.
En 2007, Machu Picchu a été déclaré comme 4e merveille du monde, avec 100 millions de votes sur Internet. Cette année, on calcule, on estime qu'on va finir l'année avec 2 500 000 visiteurs déjà. C'est beaucoup quand même. Ma visite du Machu Picchu se termine ici. Je m'attendais à je sais pas trop quoi en venant ici, mais c'est vraiment impressionnant de voir ce qu'une civilisation a fait au milieu du 16e siècle dernier. Encore une fois, un mystère. Je suis encore en train de penser que les extraterrestres sont responsables. Machu Picchu, check! Demain, c'est finalement les motos. Tout ce qui monte doit redescendre. C'est déjà le moment de quitter la montagne par cette route vertigineuse. Demain, c'est le grand jour. On a tous très hâte de prendre possession de nos motos, de tourner la poignée des gaz et aller explorer les routes du Pérou. Et de suspecter, une fois de plus, la présence des Martiens. Les moteurs du groupe sont super excités. On est à Cusco le lendemain du Machu Picchu. Regardez la météo, le Pérou est bleu, bord en bord. On prend possession de nos motos. Pas de jaloux, on a tous le même modèle. On se fera pas des grosses peurs avec le nombre d'HP, mais au moins, ils sont récentes, puis tout le monde est content de mettre un casque sur la tête puis de partir. Cusco, 350 000 habitants. On fait un peu attention. C'est l'Amérique du Sud, c'est pas comme le Québec. Puis après, on prend des belles petites routes régionales. La journée commence! Yes! Durant le voyage, on va faire environ 2200 km. À part une journée de 450 km, en moyenne, c'est 250 km par jour. Ce qui est drôle aussi, c'est que la plupart des voyageurs ont des motos de route, des motos très confortables, des routières. La plupart n'ont jamais conduit une semi-route semi-trail comme ça. On a des XL 400. C'est ce que je peux comparer avec ce qu'on a au Québec. Une bonne suspension, des pneus semi-route semi-trail très maniables. Alors, les motos qu'on a, pas très puissantes, mais bien adaptées pour qu'est-ce qu'on fait. Nous arrivons sur le site spectaculaire de Moret, avec ses terrasses agricoles circulaires qui nous confirment le génie des Incas. À l'abri du vent, orienté vers le soleil, les pierres de soutènement de chaque étage qui accumulent la chaleur du jour pour la redistribuer la nuit sont autant de développements technologiques qui ont permis aux Incas de cultiver le maïs, le quinoa, les fèves qui ne poussent pas naturellement à cette altitude. La chaleur dans cette enclave est de presque 10 degrés supérieure que sur le haut de la corniche. Impressionnant! Les cultivateurs font pousser énormément de maïs, de pommes de terre et de quinoa. Adolfo nous explique que c'est la base de leur alimentation. Il y a plus de 4000 sortes de pommes de terre au Pérou, toutes comestibles. C'est vraiment incroyable. Et évidemment, le maïs est présent partout. Eux autres, ils font des soupes avec ça, ils font des galettes, des gâteaux, des puddings. Mais je préfère encore un bon épi de blé d'Inde bouilli avec du bon beurre salé et du sel. Il n'y a rien pour battre ça. Parlant de sel, on arrive justement à Maras pour découvrir les salines. 4000 bassins qui produisent chacun 500 kg de sel annuellement. Mais comment se fait-il qu'il y ait de l'eau salée à plus de 3000 mètres d'altitude, si loin de la mer? Il y a des millions d'années, avant la croissance de la cordillère des Andes, cet endroit se trouvait sous les eaux. Les dépôts de sel marin se seraient trouvés emprisonnés au moment où la montagne s'est formée. L'eau de source souterraine, chauffée naturellement à 27 degrés, dissout lentement le sel et alimente les bassins.
Du temps des Incas, le sel fut aussi précieux que l'or. Surprenant. Bonne journée, une grosse journée, fatiguée, écœurée. Je sens la poussière, je mange la poussière, mais une super belle journée. Une grosse journée, en effet. Alors, un peu d'Internet, un peu de repos, parce que demain, on n'a pas fini d'être ébloui. Martin, je t'aime! Il se passe des choses au Pérou, là, vous voulez pas le savoir. Mais ce qui se passe au Pérou... Reste au Pérou. Adolfo a encore une magnifique journée de moto qui s'annonce. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous prépares? Où est-ce que tu nous amènes? Aujourd'hui, on va rouler toujours dans la vallée sacrée et on va monter presque à 4000 quelques mètres. Donc, ça sera vraiment magnifique, qui s'appelle Abra Malaga. Le Pérou, c'est comme ça. Hey, ça vous tente d'aller faire de la moto, tout le monde? Yes! Oui! Yeah! Le site archéologique de Pisac est considéré comme le plus beau après le Machu Picchu. Son climat et ses terres fertiles firent de cette vallée le garde-manger de l'Empire Inca. Ses nombreuses terrasses s'étalent sur 65 hectares et étaient destinées principalement à la culture du maïs. Il s'agissait également d'un site stratégique puisque Pisac gardait l'entrée sud de la vallée sacrée. Le groupe vient de faire un petit pit stop à 4000 mètres de hauteur et je peux honnêtement dire que ce que vous voyez derrière moi est un des plus beaux bouts de route que j'ai pris de ma vie. Robert, tu es un des seuls représentants du 4x4 du groupe. Comment tu trouves ça, toi, ces routes-là, avec ton véhicule? Écoute, c'est sûr qu'on a une conduite adaptée, mais en même temps, on profite d'un paysage qui est tellement fantastique. Je sais pas, j'espère que les gens qui sont en moto, ils ont la même opportunité d'apprécier le paysage que nous autres, parce que c'est vraiment merveilleux. C'est un des avantages que vous avez. Nous autres, il faut qu'on aille notre œil sur la route, tandis que toi et tes passagers, vous avez un peu plus de temps pour regarder, c'est ça? Fait qu'on a le temps d'apprécier davantage, c'est sûr. C'est sublime. Écoute, on a fait un très beau bout de route, c'est magique. Puis t'as pas trop de trouble avec ta belle-sœur? Non, mais je pourrais changer s'il y a quelqu'un qui en veut. Merci, Robert. Il y a des gens qui vont se demander, est-ce que c'est pour moi un voyage comme ça, guidé? Ou est-ce que je contrôle pas vraiment mon itinéraire? Ou est-ce que je contrôle pas les endroits où je couche ou je mange? Eh bien, c'est ça qui est le fun. Tu te casses pas la tête, t'embarques sur ta moto le matin. Ton seul challenge, c'est de savoir comment je m'habille. Trop chaud, trop froid, peu importe. C'est pas grave parce qu'il y a un autobus, un petit minibus qui nous suit avec toutes nos affaires. On peut commencer le matin habillé un peu plus. On fait une halte pour voir un lieu historique. On est capable de mettre nos babouches, des shorts. C'est vraiment une manière de voyager qui est extrêmement agréable. On a roulé comme ça toute la journée. Et le lendemain, on est même monté jusqu'à 4335 mètres d'altitude. Je suis chaud, il n'y a pas d'air. Honnêtement, la journée d'aujourd'hui, c'est un bout de route complètement incroyable. C'est un col qui monte en collet jusqu'à 4300 mètres sur le top d'une montagne. C'est à couper le souffle. Moi, je suis un gars qui a le vertige. En montant, j'ai eu la frousse quelques fois, mais je suis content de l'avoir fait. En
En ce moment, le groupe roule sur la plus grosse journée en kilométrage du voyage. 450 km à faire. On se dirige dans la région de Puno, où est-ce qu'il y a le fameux lac Titicaca, qui est non seulement le lac habité le plus haut du monde, et les habitants vivent sur des îles flottantes. C'est des îles avec un genre de paille. C'est leur maison, ils vivent là-dessus. Je suis bien excité d'aller voir ça. Alors, direction lac Titicaca et les petites îles flottantes. Dans le prochain épisode d'Octane au Pérou, en plus du lac Titicaca, on traverse Juliaca, la ville de Mad Max. On roule sur la fabuleuse Panaméricaine. Je fais du haut-route dans des dunes gigantesques et on va aux îles Ballestas, les Galapagos péruviennes. En plus, je confirme la présence des extraterrestres. Desjardins est fier de vous avoir présenté Martin Auric, Octane.